parce qu'on est obligé de prendre les choses pièce par pièce. Ça veut dire qu'en ce moment, on parle du Faucigny. Après, on parlera, dans l'ordre, on parlera du Genevois, après on parlera de la Tarentaise, après on parlera du Piémont, et on peut avoir l'impression que tout ça, ça s'est passé à la suite d'une chose de l'autre. Vous voyez, de dire, ils ont réglé le problème du Faucigny, une fois que le Faucigny s'est été réglé, ils sont attaqués aux Genevois, une fois que c'était réglé, ils se sont dit, on va s'occuper des terrains, alors qu'en réalité, toutes ces choses, elles se superposent. C'est simplement, bon, je n'ai pas la stéréo au niveau de la diffusion, donc je dis qu'une chose à la fois, mais il faudrait dire plusieurs choses. Et c'est un peu comme dans les journaux télévisés. Les journaux télévisés, on va vous parler pendant 3 jours, du matin au soir, d'une chose. Il y en a une autre où vous dites, elle a disparu. Ben non, elle n'a pas disparu, mais simplement, elle est moins à la mode que l'autre. Donc voilà, il y a un moment où il faut recoller un petit peu les morceaux. Alors, le Faucigny, je rappelle pour ceux qui étaient là, je dis rapidement pour les autres, le Faucigny, on peut considérer que c'est un État qui était indépendant et qui va passer par plusieurs phases. Première phase, on a un mariage. Un mariage entre une fille de Faucigny, je dis de Faucigny pour ne pas dire du Faucigny, parce que des filles du Faucigny qui se marient, on a tous les samedis, mais une fille de Faucigny au sein de la famille de Faucigny. Et donc, ce mariage se passe entre la maison de Faucigny et la maison de Savoie. C'est Agnès de Faucigny qui épouse Pierre de Savoie. Là où ça va devenir problématique, c'est le fait que donc Agnès a amené le Faucigny dans sa dot. Ça veut dire que comme elle n'a pas de frère, le Faucigny il va normalement passer à la maison de Savoie. Mais, à une condition. Pour que le Faucigny passe à la maison de Savoie, il faudrait, pour la chaussure, qu'elle ait un fils. Le problème, c'est que Pierre et Agnès n'auront pas de fils. Ils ont une fille. Alors, il y a des familles où ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a une reine. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'il y a une reine. Ça n'a jamais posé de problème. D'ailleurs, les Anglais sont les plus souples. Eux, ils sont, on peut presque dire, ils n'appliquent pas la loi salique. Ça veut dire qu'une fille peut régner. Et puis, quand il y a une fille et un garçon, ils ne reviennent pas à la loi salique, mais c'est le garçon qui passe devant. Mais s'il n'y a qu'une fille, c'est pas grave. Après, il y a d'autres maisons où c'était beaucoup plus compliqué. La maison de France, vous savez, parfois les successions, c'était un peu complexe à cause de ça. Donc, le problème, c'est plutôt une cascade de problèmes. Pierre meurt en 1268 et il meurt le 16 mai. Donc ça veut dire que son épouse Agnès, elle devient veuve. Et le principe, c'est qu'une veuve, elle retrouve sa dot. Donc quelque part, même si on pouvait considérer que le Faucigny était devenu savoyard, c'est elle qui retrouve le Faucigny. Bon, elle meurt la même année, le 11 août. Alors la question c'est, le Faucigny, il va où? Alors, on est maintenant peut-être dans des situations où le droit est écrit, et encore, si tout était écrit, il n'y aurait plus de tribunaux. Si les tribunaux existent, c'est bien qu'il y a toujours des problèmes d'interprétation. Mais à cette époque, il n'y a pas beaucoup de choses écrites. Donc il va y avoir toute suite de camps.
va dire quoi? Qui va dire le Faucigny est devenu savoyard. Donc, le Faucigny est savoyard. Il reste. Et il y a un autre camp qui dit le dernier baron Faucigny, le père d'Agnès, avait dit que le Faucigny irait à la descendance de sa fille. Donc, puisque sa fille n'a qu'une descendante féminine, c'est elle qui doit avoir le Faucigny. Et là, c'est déjà pas simple. Sauf que ce qui rend encore les choses moins simples, c'est que la fille a eu la mauvaise idée de se marier avec le dauphin du Viennois. Alors, c'est une très bonne idée en soi, parce que ça veut dire qu'on a créé un lien avec un ennemi potentiel. Mais, dans le cadre que j'évoque, ça veut dire que le Faucigny, il va partir en Dauphiné, si c'est la fille qui hérite. Alors, qui est en Dauphiné? C'est ceux, je crois qu'on en était resté là, c'est ceux qu'on appelle les d'Albon. Leur nom vient d'un petit village qui est dans la Drôme. Il reste pas grand-chose, il reste quand même une tour. C'est vraiment la tour originelle. Les d'Albon, on pourrait presque dire que c'est des frères jumeaux, entre guillemets, avec les Savoie. C'est deux familles qui ont exactement le même itinéraire. Et c'est vrai qu'on se rend compte très souvent dans l'histoire, quand des gens sont très proches, c'est là où on a les meilleurs ennemis. Alors, j'ai essayé dans un tableau et de vous mettre 2-3 choses un peu parallèles. Ils sont tous les deux originaires de ce qu'on appelle le Viennois. À l'époque, le Viennois, c'est quoi? C'est la région Rhône-Alpes, mais vous faites abstraction de Lyon. Encore une fois, pendant très longtemps, Lyon a regardé vers le nord, donc on dit Viennois parce que la capitale du sud, c'est Vienne. Donc ils sont originaires du Viennois dans les deux cas. Dans les deux cas, on les découvre au XIe siècle. Comme la plupart des familles, on a peu de documents avant le XIe. Ils deviennent visibles parce que chacune de ces familles a mis la main sur un siège. Alors quand on dit un siège avec majuscule, c'est pas qu'il y a une chaise, c'est qu'ils sont devenus évêques, donc en neveu, sur le même siège épiscopal. Les d'Albon occupent le siège de Grenoble, les Savoie occupent le siège de Belay. Et ils ont un titre qui se stabilise quasiment au même moment, quelques années près, c'est-à-dire que vers 1134, tous les documents vont donner aux d'Albon le même titre. Ils sont dauphins du Viennois. On a pu leur donner d'autres titres avant. Mais il y a un moment où il y a un titre qui l'emporte. Et vers 1140, tous les Savoie vont mettre en premier comte de Savoie. Jusque-là, ils disaient comte de Maurienne, ils disaient prince en Italie, etc. Donc voilà, c'est ces deux histoires qui sont très parallèles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en 1268, si vous regardez la petite carte, le Dauphiné, c'est tout ce qui est en orange. Et vous voyez qu'il y a de l'orange. Non, c'est pas sur les malheureusement. Tout ce qui est en orange, au sud, on comprend bien. Après, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est savoyard à ce moment-là. Et vous voyez qu'au milieu du rouge, il y a de l'orange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Faucigny et le Beaufortin deviennent dauphinois en étant en plein milieu de terre savoyarde. C'est comme si, quand l'Alsace et la Lorraine sont devenues allemandes, on pouvait se dire qu'il y avait, je ne veux pas dire j'approuve, sinon je vais me faire fusiller, mais il y avait au moins une logique. C'est-à-dire qu'on rapproche d'un côté ou de l'autre de la frontière.
Après, toute la question, c'est est-ce qu'il y a des frontières naturelles? Si oui, c'est le Rhin qui est la frontière naturelle. S'il n'y a pas de frontière naturelle, ça peut passer d'un côté et de l'autre. Mais là, c'est comme si le Massif central était allemand et que tout le reste soit français. Et vous voyez que ce qui vient encore brouiller les pistes, ce qui est blanc, c'est quoi? C'est le jaune bois. Donc c'est pas savoyard. Faire des cartes du Moyen-Âge, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses, parce que nous, on a acté une chose, c'est le principe territorial. C'est-à-dire que nous, chaque territoire vient s'emboîter dans un autre. Et chaque territoire, il a une frontière. Les frontières, elles bougent. Hein. Si on prend le bas, bon, ben, il y a une époque, je ne sais pas, il y avait 15 communes. Maintenant, il y en a 3, c'est ça. Entre les Blanches, la Léchère et les Avanchers. Bon, mais il n'empêche, il y a quand même toujours des frontières définies. On sait où la nouvelle commune du Grand Lac Blanche s'arrête, on sait où celle des Avanchers commence, par définition, on sait celle de la Léchère, puis après, quand on va au niveau plus haut, on sait à quoi correspond la CCBA, on sait à quoi correspond le canton de Moutier-Moselle. Vous voyez, ça s'emboîte. Alors qu'au Moyen-Âge, ça ne s'emboîte pas. Ça ne s'emboîte pas, des fois ça superpose, des fois ça se... Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1268, il y a deux cas de figure. Soit il y a une autorité supérieure qui tranche. Qui peut trancher? Là, il n'y a qu'un personnage, c'est l'empereur. L'empereur ne tranche pas. Donc, ça veut dire qu'il reste la deuxième solution, on se bat. On se bat tant qu'il est le plus fort. Donc, à partir de cette date, eh bien, ça va être une période, ça va être notre guerre de 100 ans à nous, parce que vous allez voir, ça va durer, si vous partez du mariage d'Anne et de Pierre, vous allez jusqu'à l'accord final, c'est 120 ans, et si vous partez de la mort d'Anne et de Pierre jusqu'à l'accord final, c'est en gros 90 ans. Donc, vous voyez, on a eu nos guerres de 100 ans. Donc, notre Faucigny, qui était un État indépendant, est devenu un Faucigny savoyard. Maintenant, il est devenu un Faucigny dauphinois. Et je ne redis pas à chaque fois, mais on pourrait rajouter même punition pour les gens du Beaufortin, puisque ça fonctionne aussi. 1333, à La Perrière, pas à La Perrière chez nous, mais à La Perrière en Chartreuse, il y a une bataille, et c'était l'époque où les comtes et autres participaient aux batailles. Donc, Guigues 8. Alors, Guigues, c'est le prénom qui est le plus utilisé chez les Allemands. Et on arrive déjà à Guigues 8. Donc, il y a eu 7, 6, etc. Donc, c'est pour ça que cette famille, on les appelle parfois aussi les Guigonides. Guigonides, ça veut dire ceux dont le prénom est Guigues. Donc, il est tué d'une flèche. 1333. Ça veut dire que le Dauphiné passe aux mains de son frère qui s'appelle Humbert II. Et vous voyez, dans les familles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il aurait dû y avoir un Guigues IX. Mais le Guigues IX, il n'est pas né. Donc, dans ce cas-là, c'est le frère. Et le frère, donc, lui, il ne s'appelle pas Guigues, puisque normalement, il n'aurait pas dû avoir le pouvoir. Donc c'est Humbert II. Alors Humbert II, selon le bouquin que vous prenez, vous allez avoir deux portraits complètement différenciés. Certains s'attachent uniquement au fait que ce n'était pas un guerrier, que c'est quelqu'un qui a été incapable de prendre la suite de son frère, que c'est quelqu'un qui ne savait pas maîtriser les finances publiques,
et que c'est quelqu'un qui a mené le Dauphiné à la faillite. Et puis il y a les autres qui vont dire qu'il était plutôt pacifiste. Donc, vous voyez, selon que vous êtes l'un ou l'autre, c'est une qualité ou un défaut. Il y a ceux qui vont dire qu'il a fait un tas de réformes en Dauphiné, qui ont eu un coût, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, je crois que je vous ai mis la date, grâce à Humbert II, en 1339, il y a une université à Grenoble. Les universités, la Sorbonne, 1257, la première, Montpellier, 1289, Grenoble, en gros, dans les universités toujours existantes, c'est la troisième. Un gars qui met ça en place, qui met en place des structures administratives, c'est pas forcément le dernier des derniers. Bon, ça, c'est un peu le problème, c'est que vous avez des gestionnaires qui, à la fin de leur vie, les caisses sont pleines. Donc, on dit c'est très bien, c'est des gestionnaires parfaits. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Rien. Lui, il a réalisé plein de choses, les caisses sont vides. C'est le problème. Et les caisses sont tellement vides que le Dauphiné est en état de faillite. Ils n'avaient pas encore inventé un truc, ça s'appelle la dette. C'était l'époque où ils pensaient que quand on dépensait trop, il fallait rembourser. Si le Dauphiné est en faillite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui veuille bien acheter le Dauphiné. Donc vous vous rendez compte, on est quand même un peu sorti de ces problématiques. Enfin, c'est vrai que la dernière fois qu'on a vendu des choses, c'est pas si vieux, c'est à l'époque de Napoléon, hein, on a vendu des choses en Amérique. Mais donc qui va acheter le Dauphiné? Combien et qui va acheter? Il y a plusieurs pays, on peut dire, plusieurs monarques plutôt, qui vont se positionner. Celui qui était le mieux placé, c'était les États pontificaux. Le pape était intéressé par le Dauphiné, et le Dauphiné a failli devenir un État pontifical. Vous savez que ça ne se passe pas comme ça. C'est la France qui va acheter le Dauphiné. Et ça veut dire que le Dauphiné, on est en 1349, le Dauphiné devient français, donc le Faucigny et le Beaufortain deviennent français. Les gens du Beaufortain, dans la Savoie du Sud, les gens du Faucigny dans la Savoie du Nord, sont les premiers à être devenus français. Ils sont devenus français une première fois il y a plus de 600 ans. Voilà, après coup, ça vous permet de comprendre pourquoi on appelait toujours le fils aîné du roi de France le dauphin. C'est parce qu'en attendant qu'il règne sur la France, on lui donnait une petite cour de récréation qui était le Dauphiné. Jamais mis les pieds, hein, mais c'est pas le problème. Donc, vous voyez comment, on n'est encore pas au bout de notre siècle de guerre, hein, mais voilà encore un nouveau changement. Donc, en plein milieu de la Savoie, maintenant, il y a une administration qui dépend du roi de France sur les territoires dont on parle. Les Savoyards, peur de rien, jusque-là, ils se sont battus contre les Dauphinois. Maintenant, ils vont se battre contre la France. Et c'est pas si mauvais que ça, puisque dans ces heures contre la France, il va y avoir une bataille qui est une bataille relativement importante. C'est la bataille des Avenières. Et cette bataille, il se trouve que c'est une victoire savoyarde. Une bataille, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'est pas les batailles de la Première, Seconde Guerre mondiale. Une bataille, ça veut dire qu'il y a un jour, on se retrouve, il y a un grand pré,
il y a quelques centaines de Savoyards et de mercenaires d'un côté, il y a quelques centaines de Français et de mercenaires de l'autre. À un moment donné, il y en a un qui lève une lance, un étendard, etc., et ils foncent les uns sur les autres. Hein, c'est ça une bataille. Il se trouve que sur cette bataille, ce sont les Savoyards qui gagnent. Ça pouvait durer encore très longtemps. C'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Sauf que les Français, ils vont dire qu'on stoppe. Les Français, ils vont dire on stoppe. On a été battus, on arrête. Alors là, vous dites, Savoyard plus que fort. Hein. Sauf que on est en 1355. Alors, faites appel à vos souvenirs d'histoire de France. 1355, qu'est-ce qui va se passer en France 2 ans plus tard? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est surtout qu'est-ce qui va commencer. En 1355. La guerre de 100 ans. Et la guerre de 100 ans, elle couvait depuis longtemps. Elle couvait depuis très longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, en 1355, ils n'ont aucun intérêt à garder des conflits latents. Ça veut dire qu'ils ont tout intérêt à regrouper toutes leurs forces. Et plutôt que d'avoir des petits ennemis d'un côté et de l'autre, ils ont tout intérêt à avoir des petits alliés d'un côté et de l'autre. Donc, voilà, enfin, je suis désolé de casser l'ambiance, mais vous voyez, la grande victoire française de 1355, c'est quoi? Eh bien, la grande victoire savoyarde, pardon, c'est le fait que les Français, ils vont avoir un combat beaucoup plus important, et qui va lui aussi durer un siècle, hein, c'est la fameuse guerre de 100 ans, et donc, ils vont négocier avec la Savoie, et ils négocient d'une manière qui est tout à fait favorable à la Savoie. Alors, c'est ce qu'on appelle le traité de Paris. Alors, il faut faire attention parce que les traités portent toujours le nom du lieu dans lequel ils sont signés. Alors, des traités de Paris, je ne sais pas combien il y en a, hein, c'est peut-être le nombre maximum, donc il faut bien préciser, c'est le traité de Paris entre le roi de France et le comte de Savoie de 1355. Alors, que dit ce traité? Ce traité dit que le comte de Savoie, il obtient la baronnie de Faucigny avec le Beaufortin. Donc ça veut dire que, enfin, le Beaufortin et le Faucigny redeviennent savoyards. En plus, on va profiter du traité. Alors ça, vous voyez, on est en plein dedans. Hein. Il y en a qui négocient là, en ce moment. Ça fait quelques jours qu'ils négocient. On se dit, mais pourquoi ils ne disent pas tout au début? Parce qu'une négociation, l'important c'est quoi? C'est que petit à petit, vous placiez des pions. Hein. Donc, les Savoyards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, tiens, on a quand même des choses, c'est à nous, mais bon, les Français l'ordent dessus, etc. On va discuter le morceau du côté des pays de l'Ain. Eh bien, qu'est-ce que le traité dit? Il dit que le pays de la Valbonne, qui comprend la seigneurie de Montluel, le château de Miribel, Bourg-Saint-Christophe, Pérouge, Saint-Maurice de Gourdan, les seigneuries de Varay, de Saint-Maurice-en-Bugey, la seigneurie de Santenay dans la Bresse, celle d'Anton en Dauphiné, et puis la grande baronnie de Gex, tout ça est bien savoyard. Donc vous voyez, ça c'est pas quelque chose de nouveau, les Savoyards y étaient, mais le traité est là pour dire que la France laisse bien ça à la Savoie. Donc c'est là où c'est important, 1355, la Savoie comprend la totalité des pays de l'Ain. Le département 01 aujourd'hui était savoyard à ce moment-là. Et c'est un traité qui assure un principe qui est assez nouveau à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de l'espace.
l'espace savoyard. En gros, la Haute-Savoie et la Savoie d'aujourd'hui sont dans le même pays. Alors, en échange, parce que si vous négociez et que vous ne laissez rien, ce n'est pas une négociation. Il faut quand même faire un petit geste. Alors, c'est un petit geste. Les Savoyards disent on n'aura plus de prétention sur les châtellenies du Viennois. Donc ça veut dire qu'en gros, là où on lorgnait du côté du département de l'Isère d'aujourd'hui, on laisse tomber. Et le point d'achoppement, c'est au niveau de la Grande Chartreuse. Au niveau de la Chartreuse, au niveau géographique. Il faut bien se dire, la frontière, elle est où? Et là, il y a une embrouille. Il y a une embrouille dont on n'est toujours pas sorti quelque part. C'est que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire la frontière entre la France et la Savoie, c'est le Guiers. Sauf qu'il y a deux Guiers. Quand vous êtes aux Échelles, les deux Guiers se rejoignent. Donc il n'y en a plus qu'un. Donc là, c'est facile. Mais quand vous êtes en amont des Échelles, il y a le Guiers mort et le Guiers vif. Et le document n'a jamais précisé si la frontière, c'était le Guiers mort ou le Guiers vif. Donc là, vous avez compris, hein, c'est que pour les Dauphinois, pour les Français, la frontière, c'est le Guiers vif. Ça permet de gagner tout l'entre-deux Guiers. Et pour les Savoyards, c'est le Guiers mort. Ça permet de gagner, etc. Donc, vous voyez, les traités, même bien ficelés, il y a toujours un petit truc qui peut clocher. Et alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire, hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France d'ailleurs, mais j'ai vu que récemment, ils ont réussi à créer une communauté de communes qui s'appelle Cœur de Guiers, parce que la communauté de communes, c'est toujours cœur de quelque chose, dans laquelle il y a 10 communes de Savoie et 7 communes de l'Isère. Une communauté de communes à cheval sur 2 départements. Ben, vous voyez, il a fallu attendre le 21e siècle pour régler le problème de 1355. C'est Saint-Pierre d'Entremont. Et à Saint-Pierre-d'Entremont, il y a le Guiers qui passe au milieu. Donc forcément, il y a un pont, hein, s'il y a une rivière. Donc ici, Saint-Pierre-d'Entremont, Barré, Isère, donc c'est le bout de l'Isère. Là, vous voyez le panneau bleu, département de la Savoie, et le panneau Saint-Pierre-d'Entremont, sous-entendu Savoie. En parenthèse, le jour où le pont, il faut le réparer, qui le répare. Vous voyez ? Mais ça entraîne encore aujourd'hui des histoires mais extraordinaires. Ces 2 petits villages, la population la plus jeune, c'est-à-dire celle qui a des enfants, c'est des gens qui travaillent soit sur Chambéry, soit sur Grenoble. Donc la problématique, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va construire une cantine scolaire. On ne va pas en faire 2, parce que 10 gamins d'un côté, 10 de l'autre, un bâtiment, ça fait énorme. Donc ils ont dit, on va faire une cantine scolaire. Il y a un terrain côté Isère, construisent la cantine scolaire. Mais c'est quand il a fallu l'expliquer à l'inspection académique ou à la direction académique avenue de Lyon à Chambéry, que tous les jours les gamins de la Savoie allaient traverser le pont pour les pique-niquer en Isère. Mais c'est un cas de figure qu'ils n'avaient jamais imaginé, quoi. Ils connaissent la sortie scolaire de fin d'année, mais tous les jours passer dans un autre département avec les gamins. Ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, s'il arrive un gamin qui se foule une cheville, quel est son statut? Les pompiers, c'était pareil. Départementalisation, les SDIS. Les pompiers de Grenoble sont plus rapidement sur place. Mais si vous êtes à Saint-Pierre-d'Entremont, Savoie, il faut appeler les pompiers de Chambéry. Et c'était compliqué de faire comprendre qu'on peut être en Savoie et avoir besoin des pompiers de l'Isère.
ça montre qu'au moins on est fidèle à l'histoire. Il y a des choses qui sont très anciennes, et même si aujourd'hui on fait partie du même pays, ça continue à être compliqué. 1348, le Faucigny devient français, 1355, le Faucigny devient savoyard. Voilà. Avant qu'on passe au Genevois, je voulais faire une petite parenthèse sur Lyon. C'est un sujet qu'on abordait quasiment pas, il n'y a pas si longtemps. Moi, je ne suis pas sûr que quand je suis même sûr que quand je suis dans une guide, on ne m'a jamais parlé de Lyon en histoire de la Savoie. Parce qu'on considérait qu'on savait, mais que ce n'était pas si important que ça. Alors que c'est quand même très stratégique. Et puis, il y a une chose, à mon avis, dans l'esprit de beaucoup, c'est qu'on raisonne toujours en connaissant la fin de l'histoire. Donc, on sait qu'à la fin de l'histoire, la maison de Savoie, ça va devenir la maison d'Italie. Donc, on a l'impression que dans leur tête, ils ont toujours su qu'un jour, ils deviendront la maison d'Italie. Ouais, c'est le coup, Humbert, en 1032, il se rasait le matin et il se disait, un jour, je serai roi d'Italie. Moi, je pense que même quand ils ont transféré la capitale de Chambéry à Turin, ça ne veut pas dire qu'ils ont eu ce jour-là des ambitions italiennes. Pour la bonne raison que Turin, à cette époque, est considérée comme une ville française, une ville de culture, de tradition française. Même Milan, le duché de Milan, François Ier, pourquoi est-ce qu'il voulait le duché de Milan? Parce qu'il considérait que là aussi, ça faisait partie un peu de cette culture française. Donc, voilà, il faut bien se persuader que les choses se sont mises en place petit à petit et surtout tardivement. Et pendant très longtemps, une ville comme Lyon a beaucoup plus intéressé la maison de Savoie que Turin ou d'autres villes devenues italiennes aujourd'hui. Si on reprend les pays de l'Ain, vous voyez, là sur la carte, Lyon est en jaune, et ce que j'ai mis en rouge, c'est ces territoires de la Valbonne qui sont actés dans le traité de Paris. La Valbonne, c'est la porte de Lyon. Donc vous voyez, où s'arrêtait la Savoie? La Savoie s'arrêtait à la porte de Lyon. Mais ils sont allés plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison de Savoie a été un grand propriétaire lyonnais. Ils étaient implantés sur Lyon.